des États, le fait du jour. L'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été libéré hier après-midi après presque 3 semaines de détention à la prison de la Santé. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Et parmi ses obligations, la Cour lui interdit notamment d'entrer en contact avec le ministre de la Justice en exercice, Gérald Darmanin, qui lui avait rendu visite à la prison de la Santé peu après son incarcération. Il lui est aussi défendu d'échanger avec tout membre du cabinet du garde des Sceaux ou cadre judiciaire susceptible de bénéficier d'informations sur les procédures dans lesquelles Nicolas Sarkozy est mis en cause. On en parle aujourd'hui avec l'avocat Jean-Yves Dupeux. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour Jean-Yves Dupeux, vous êtes je me permets de dire que vous êtes un ténor du barreau, vous connaissez bien, j'allais dire, toutes les arcanes de la justice, de la politique française, des liens entre les magistrats et la politique et les affaires de presse. Vous êtes avocat de Brice-Hortefeux, donc vous avez eu connaissance, vous avez une expérience, une expertise particulière sur l'affaire Nicolas Sarkozy. Je vous lis, cher maître, le jugement de la Cour d'appel qui nous concerne aujourd'hui. Il ne ressort ni des réquisitions du ministère public, ni de la motivation des premiers juges ayant conduit au prononcé d'une incarcération différée, qu'il existerait un risque d'insuffisance de garantie de représentation mettant en question la présence du prévenu à l'audience d'appel et au rendu de la décision à venir. Il ne ressort pas par ailleurs que la procédure qu'il existerait au stade de l'appel un risque de dissimulation de preuves, de pression, de concertation et de réitération qui ne puisse être contrée par une mesure de contrôle judiciaire. Donc, il en résulte que le maintien en détention provisoire du prévenu n'est pas justifié en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté. Maître Jean-Yves Dupeux, est-ce qu'on peut considérer à la lecture de ce jugement que la Cour d'appel, tout en prenant les précautions que vous savez, j'allais dire, non pas disqualifie, mais déjuge la décision du tribunal correctionnel? C'est difficile de le dire parce que le mandat de dépôt dont a fait l'objet Nicolas Sarkozy le jour du délibéré, qui a été appliqué quelques jours après, et les critères de fin de détention provisoire sont, et c'est un premier paradoxe, gérés par des dispositions du Code de procédure pénale qui sont différentes. Alors, le premier paradoxe, c'est que il a été placé sous mandat de dépôt par le jugement du tribunal en raison, dit ce jugement, de l'extrême gravité des faits. Or, l'extrême gravité des faits, c'est effectivement une disposition du Code de procédure pénale, mais ça veut dire que c'est soumis un peu à la subjectivité, voire à l'arbitraire des juges. Bien. Et puis, le paradoxe, comme je disais, c'est que, alors qu'il est présumé innocent puisqu'il a fait immédiatement appel, eh bien, néanmoins, il va en prison. Et ça, c'est une disposition qui a étonné tout le monde et sur laquelle tout le monde s'est interrogé. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il est en prison, ses avocats ont déposé le jour même une demande de mise en liberté. Bon, cette demande de mise en liberté, elle est, selon les termes que vous avez lus tout à l'heure, elle est parfaitement admise, puisque les critères, c'est-à-dire ne pas se concerter avec les témoins ou les prévenus, ne pas risquer de fuir à l'étranger, ne pas réitérer les faits, etc. Tous ces éléments-là, à l'évidence, ne sont pas réunis, tant s'en faut, comme d'ailleurs il n'était pas réuni le jour où il a reçu le mandat de dépôt. C'est-à-dire que quel que soit ce que le tribunal appelle la gravité des faits, on ne pouvait pas craindre qu'un homme comme Nicolas Sarkozy puisse fuir à l'étranger. Vous imaginez un petit peu la scène, la situation. Deuxièmement, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait faire des pressions sur les témoins, puisque, excusez-moi de dire que les témoins, ils ont été entendus depuis 12 ans, je crois que l'instruction a duré. Donc, une pression, c'était pas envisageable. Et troisièmement, que la destruction des preuves était impossible, puisque tout le monde a été d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de preuves dans ce dossier. Bon, donc moi je considère que le mandat de dépôt n'était pas, je le critique, hein, il est conforme au droit, mais il n'était pas à ce moment-là justifié.
c'est ma propre opinion. Deuxièmement, la Cour d'appel le met en liberté, c'est une très bonne chose, et je trouve que c'est vraiment une bonne justice qui a été rendue. Même logique, maître, c'est même logique. C'est même logique. C'est même totalement logique et totalement conforme aux critères de l'absence de détention provisoire nécessaire. Et par conséquent, la mise en liberté s'imposait, si je puis dire. Et elle vient en contradiction avec le mandat de dépôt qui avait été délivré à l'audience, même si aucune des deux juridictions n'a violé le droit. Le mandat de dépôt était justifié, dit le tribunal, par la gravité des faits, et la mise en liberté est justifiée par le fait qu'il n'y a pas de risque de réitération, il n'y a pas de risque de fuite à l'étranger, il n'y a pas de risque de pression, il n'y a pas de risque de destruction des preuves. Donc, si vous voulez, c'est un paradoxe, et franchement, le code de procédure pénale n'est pas très bien fait à cet égard. J'allais y venir, maître. Vous êtes d'accord que la présidente Gavarino, lorsqu'elle prononce la mise en détention provisoire au titre de l'exécution provisoire, elle est censée savoir ce que la Cour d'appel va prononcer ensuite. Elle n'ignore pas cette réalité. Ces arguments sont quand même d'une faiblesse, même si vous me dites qu'ils sont légaux, qu'ils sont conformes au droit, ces arguments sont quand même profondément contestable, ce que confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui élargit le président Sarkozy. Il y a quand même plus qu'un paradoxe. Il y a une contradiction, même si, et lorsque l'on lit les textes de loi, je suis très admiratif, maître, je suis journaliste, la subtilité de la langue française, j'allais dire le littérateur que peut être le magistrat dans l'écriture, avec les nuances, avec les détails, bien sûr, en termes de droit, les choses sont écrites de façon qu'elles ne soient pas contradictoires. Vous admettez que pour le commun des mortels, on ne comprend pas si on le relâche, là maintenant, en disant que c'est pas justifié, comment est-ce qu'on a pu l'y mettre, même si les textes de loi le permettent, en termes de morale publique, vous comprenez que ça choque les gens. Absolument, absolument. C'est vrai que si l'on n'est pas un spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale, ce qui est quand même 99,9% des Français, on n'y comprend rien. Objectivement, on n'y comprend rien. Parce que on se dit, pourquoi donc l'a-t-on mis en prison ? Puisque c'était pour le libérer immédiatement après. Alors... et donc, cette contradiction, elle est, pour la plupart des gens, totalement incompréhensible. J'y viens, cher maître. Et là, je fais appel à l'avocat libre et informé que vous êtes, et votre légitimité en la matière est incontestable. Est-ce qu'on peut considérer, avec tous les termes de la prudence, de la mesure que la présidente Gavarino a usé peut-être, j'allais dire, d'un pouvoir discrétionnaire, plus lié à une situation politique qu'à une nécessité juridique? Est-ce qu'il y a eu je vais être rapide. Est-ce qu'il y a un petit peu de règlement de compte? Voilà. Ouais. Non, moi je suis avocat depuis 50 ans. Oui. Et je peux vous dire que je n'ai jamais imputé à un jugement une arrière-pensée politique. Je considère que la décision est une décision que je trouve très critiquable, cette décision de mise sous mandat de dépôt de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qu'on sait, c'est que effectivement, Nicolas Sarkozy, on peut le dire, n'est pas aimé par les magistrats. Oui. Mais pour autant, les magistrats font leur travail. Pourquoi il n'est pas aimé, maître ? Sur ce point-là, on peut les critiquer, mais pourquoi il n'est pas aimé ? Oui, maître, pourquoi il n'est pas aimé ? Quand il était président de la République, et peut-être même avant, quand il était ministre de l'Intérieur, à diverses reprises, il a eu des termes qui ont pu paraître choquants à l'égard des magistrats. Vous vous souvenez peut-être qu'il les a traités de petits pois assemblés les uns à côté des autres, ce qui n'était pas très gentil. Oui. Et puis lorsque il y a eu l'affaire de la petite Laetitia qui a été violée et assassinée à Pornic, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Très bien, très bien. Nicolas Sarkozy s'en était pris avec des termes assez violents à l'ensemble des juges d'application des peines dont il considérait qu'ils faisaient preuve d'un laxisme coupable. Débat qui reste ouvert, cher maître, vous êtes d'accord ? Ce débat reste toujours d'actualité.
Oui, ce débat reste toujours d'actualité, mais ça avait généré à l'époque une espèce de levée de bouclier de la part de tous les juges d'application des peines de France, suivis par tous les magistrats de France. Donc c'est sûr qu'il y a un espèce de contentieux ancien entre Nicolas Sarkozy et la magistrature. Alors, pour autant, oui. moi je ne peux pas, je critique cette décision, mais je n'y vois pas d'arrière-pensée politique. Bon, je ne vous l'ai pas fait dire et vous ne l'avez pas dit, nous sommes tout à fait d'accord. Alors ensuite, est-ce que vous vous régalez, maître, avec la subtilité de l'interdiction de Nicolas Sarkozy de rencontrer Gérald Darmanin? Je pense que la magistrature ne s'adresse pas directement à son ministre de tutelle. Si tu vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui ira à toi. Ça veut dire, si tu n'iras pas à Darmanin et Darmanin n'ira pas à toi. Est-ce qu'il y a une petite subtilité juridique quand même dans cette interdiction? Et un petit clin d'œil coquin. Oui, écoutez, c'est plutôt cette deuxième hypothèse que je vois. Bon. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, premièrement, est un ami très proche de Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, il lui a rendu visite à la prison de la Santé. Oui. C'est le droit, effectivement, d'un garde des Sceaux de se rendre dans n'importe quel lieu de détention. Mais là, c'était un peu particulier. Et ça a été critiqué, notamment par le procureur général près la Cour de cassation. Il y a effectivement un petit problème en ce qui concerne le garde des Sceaux, qui est quand même celui qui donne des instructions d'ordre général au parquetier, et le fait que les gens qui vont requérir devant la cour d'appel de Paris soient sous la dépendance hiérarchique, encore qu'ils revendiquent une indépendance. Mais enfin, il y a quand même un petit mélange des genres, et c'est sans doute cette espèce de petite gifle qu'a voulu envoyer la cour d'appel en manifestant cette obligation de ne pas fréquenter ni le garde des Sceaux lui-même, ni, d'après ce que j'ai lu, les membres de son cabinet. Tout à fait. Et tous ceux qui sont dans la hiérarchie de la chancellerie. Merci maître pour ce précieux témoignage. Vous avez éclairé notre ignorance en matière de droit. À très bientôt. Pourquoi les Français se détournent-ils des commémorations et comment les sensibiliser ?